Alors, effectivement, le théâtre au XVIIIe a sans nul doute été le programme le plus sensiblement marqué par l'évolution de l'architecture publique. Et surtout, ce qui me semble intéressant, c'est que cette évolution a débouché sur l'invention d'une formule parfaitement inédite et pourtant promise à une grande fortune, celle du théâtre-temple, pour reprendre la terminologie qu'emploie Daniel Rabreau. Or, quelle voie nos architectes du XVIIIe ont-ils emprunté, par quelle passe ont-ils dû franchir avant d'aboutir à ce curieux dénouement, c'est-à-dire le détournement de l'architecture sacrée antique mise au service des loisirs. Alors je vais m'attacher à déterminer les séquences de cette évolution et à voir dans quelle mesure ce processus a été le fruit d'attentes, mais aussi de volonté et de réflexion interactive, celle d'une part d'un public émergent, dont le propos, on le sait, était relayé par voie de presse, celle des comédiens également, qui étaient parfaitement conscients du bénéfice qu'ils pouvaient retirer du rôle crucial que tout d'un coup la société leur attribuait, celle enfin des architectes qui, mobilisés autour du thème si cher aux Lumières, celui de progrès des arts. Alors, je vous propose pour commencer de dresser un état des lieux du parc théâtral français au début du XVIIIe siècle. Alors, à Paris, on compte 3 grands théâtres, alors 2 et demi parce que les comédiens italiens se tiennent très mal et sont chassés pendant la Régence, enfin un peu avant la Régence, donc effectivement, vous n'aviez pas tort. D'une part, l'opéra, installé dans l'enceinte du Palais Royal, mais que j'ai exclu de mon propos parce qu'il mérite à lui seul un développement spécial, qui fera peut-être un jour l'objet d'une intervention, la comédie française et la comédie italienne. Alors, les Italiens jouent dans un ancien jeu de paume rue Montconseil. Vous voyez ici la nef de la salle. Et les comédiens français sont dans un théâtre construit spécialement en 1688, rue des Fossés Saint-Germain. Vous avez ici comédie. À la même époque, la province est nettement moins bien lotie. Et il faut reconnaître que l'image pittoresque des comédiens ambulants que donne Scarron illustre assez évidemment la situation de ces troupes qui s'accommodent de lieux, de fortune, pour installer leur tréteau. Et c'est avec environ un demi-siècle de retard par rapport aux comédiens français que les compagnies de province, qui peu à peu se sédentarisent au XVIIIe, vont enfin avoir pignon sur rue. En effet, dans les années 1730-1740, des jeux de paume sont peu à peu aménagés pour assurer une régularité d'accueil, c'est le cas à Metz, par exemple, mais aussi des hangars, des granges, des magasins, comme à Strasbourg, des salles de banquet, comme à Nantes, ou encore des dépendances d'hôtels de ville, c'est plus noble, comme ici à Auch. Dans tous les cas, il s'agit d'installer une structure assez précaire, souvent, la plupart du temps édifiée en bois, qui vient s'insérer dans un vaste local dont l'extérieur n'est absolument pas caractérisé. La solidité est rarement satisfaisante, la salubrité qui, il faut bien reconnaître, n'est pas encore le confort, et la sécurité sont 3 préoccupations fondamentales. Ces salles sont données à construire généralement à des entrepreneurs ou à des ingénieurs. Les architectes viendront ensuite. Ainsi, sur le plan architectural, le théâtre de la Comédie Française est sans doute le mieux nanti. Alors, comment se présente-t-il ? À première vue, la façade édifiée par François d'Orbay entre 1688 et 1689 ressemble, vous le constatez,
à celle d'un hôtel particulier ou encore plus précisément à un immeuble de rapport avec une architecture de qualité. Et on peut parfaitement s'accorder avec le mot de Charles de Vailly lorsqu'il écrit en 1768, je cite, « Il semble qu'on ait emprunté pour un temps la maison d'un citoyen. Seul le décor sculpté qui orne l'avant-corps indique la destination de l'édifice, c'est-à-dire donc une plaque de marbre noir avec l'inscription, qui n'est pas exacte sur la gravure, mais en réalité c'est « Hôtel des comédiens du roi entretenu par Sa Majesté 1688 », plaque de marbre qui est surmontée des armes de France, et enfin d'une Minerve qui orne le tympan du fronton. Au demeurant, aucun progrès sensible ne caractérise l'intérieur de la salle, construite pourtant avec l'aide de Carlo Vigarani, qui avait été associé à la création de la célèbre salle des Machines aux Tuileries. Cette salle, donc, qui s'inscrit dans un long parallépipède, garde la structure élémentaire de ces jeux de paume dont j'ai parlé, avec ajout toutefois de deux éléments italiens. D'une part, le cloisonnement des loges superposées et le fond de la salle semi-circulaire, voilà, qui s'établit donc en forme d'amphithéâtre. En plan, le rectangle de la scène est prolongé sans aucune séparation avec celui de la salle, laquelle est divisée traditionnellement en orchestre assis, parterre debout et amphithéâtre assis, qui s'achève donc par l'arrondi qui a fermé le U. L'étagement des loges est sans encorbellement ni retrait et s'étend de part et d'autre de la scène, avec les loges du roi et de la reine. Au-dessus, on ne le voit pas ici, de bancs du public qui est présent à même la scène. Or, ce point qui peut vous sembler de détail, mais qui pourtant induit une certaine confusion à l'endroit de la scène, est à l'origine du four de la première de Sémiramis, la célèbre pièce de Voltaire de 1748, four qui était dû en partie à l'impossibilité de mettre correctement certains effets en scène de la tragédie. Et en effet, l'acteur qui incarnait l'ombre de Ninus, qui était imité des fantômes de Shakespeare, eh bien, pour progresser sur le plateau scénique, avait dû déranger les spectateurs qui étaient assis et s'excuser d'interrompre leur minauderie. Pour vous donner une idée, alors là, il ne s'agit pas d'un théâtre, mais c'est l'opéra, la salle de l'opéra au Palais Royal. Vous avez bien nos deux acteurs et à même la scène, le public. Donc, on a une parfaite confusion. Alors, les contemporains étaient-ils dupes de la situation de l'architecture théâtrale en France ? Non, apparemment, en tout cas, pas un théoricien comme Jacques-François Blondel, qui introduit la description et les gravures de la Comédie française que je viens de vous faire voir, publié dans son ouvrage « L'architecture française » qui va être publié entre 1752 et 1756. Par ces mots, on va voir qu'il s'excuse presque. Je le cite donc, « Ce que l'histoire nous apprend sur la grandeur et la magnificence des théâtres anciens, les vestiges qui nous restent encore de plusieurs de ces monuments et les théâtres qui depuis se sont élevés en Italie, sans parler de ceux qu'on voit en Angleterre et en Allemagne et ailleurs, sembleraient devoir nous dispenser de donner la description d'aucun de nos théâtres en France, sachant que ce n'est point par ce genre d'édifice que notre architecture française mérite quelque estime. » Le constat est absolument amer. Pourtant, depuis la Régence, la théatromanie dont on a parlé en introduction, qui ne cesse de progresser pendant tout le XVIIIe siècle,
est devenue l'une des composantes socioculturelles essentielles de l'Ancien Régime. Et peu à peu, les grandes villes du royaume vont même se doter, comme je l'ai dit, de troupes à demeure qui sont plus que décentes. Amateurs, mémorialistes, journalistes, théoriciens dénoncent en chœur de plus en plus fermement l'état de vétusté de ces salles de spectacle, alors que paradoxalement, le répertoire tragique français et ses meilleurs comédiens s'exportent dans toute l'Europe. Par conséquent, aux yeux de l'opinion publique, ce paradoxe devient de plus en plus intolérable. Cependant, il faut reconnaître qu'à partir des années 1730, un renouveau, un peu timide, mais quand même, se fait sentir. Et, paradoxalement, l'impulsion vient de la province. Par exemple, à Avignon, le jeu de paume dans lequel était installé le théâtre s'écroule en 1732. Une société d'actionnaires est aussitôt fondée par des notables de la ville qui vont se charger d'élever un théâtre sur les ruines. C'est, comme vous le voyez à l'écran, un rare vestige d'une salle antérieure à 1750 en France, et on le voit, son élégante façade s'inspire d'une typologie qu'on n'attendrait pas tout à fait pour un théâtre, puisque c'est très proche des frontispices de chapelle, mais toutefois le tympan du fronton vient est orné avec, on ne peut pas le zoomer, mais en tout cas est orné avec un visage d'Apollon qui accueille le public. À Bordeaux, après plusieurs tentatives qui n'aboutirent pas, un théâtre est finalement élevé en 1739 à côté de l'hôtel de ville. L'édifice est pourvu d'une façade dont malheureusement on ne connaît pas l'élévation, mais qui semble avoir été d'une richesse assez exceptionnelle si l'on en croit les descriptions. J'en cite une. Chacune de ces entrées était flanquée de 4 pilastres dont les chapiteaux étaient festonnés de fleurs. Sur la plate-bande de chaque porte, une tête d'Apollon, ornée de ses attributs et cartouches. Des trophées de musique garnissaient les frontons. Tout cela en pierre. Alors on découvre là une somptuosité décorative absolument inconnue, même dans les plus grands théâtres de la capitale. Et c'est d'autant plus étonnant que l'ouvrage, ce théâtre, donc, pouvait contenir plus de 1500 places. C'était par conséquent l'un des plus grands théâtres de province où vraiment les belles salles ne dépassaient guère 1000 places. Mais malheureusement, l'édifice est détruit en 1755, dévasté par un incendie. Après 1750, donc, les termes du rapport Paris-Province qu'on avait constaté en introduction s'inversent. En tout cas, si on en juge d'après le témoignage de Maille du Saussois, qui écrit dans Le Citoyen désintéressé, je le cite, « Les capitales des provinces nous ont donné à cet égard, c'est-à-dire les théâtres, des exemples de goût qu'il est bien surprenant que Paris n'ait point imité. Il n'y a dans cette ville jusqu'à présent aucune salle qu'on puisse comparer, soit par sa magnificence, soit par les commodités de l'emplacement, aux salles de Metz, Lyon, Toulouse, Nancy et Montpellier. » À Paris, effectivement, le constat est affligeant, puisque jusqu'au milieu du règne de Louis XVI, jusqu'en 1782, la capitale se contente de salles de spectacle mal commodes, souvent vétustes, et qui n'ont absolument pas le moindre prestige extérieur. C'est sans doute à Voltaire que revient le mérite d'avoir initié la réforme tant attendue dans le public. Dès 1733, déjà, dans le Temple de Caux, il prophétise, je cite, « Un jour, des salles de vos spectacles seront dignes des ouvrages immortels qu'on y représente. » 15 ans plus tard, comme d'autres auteurs, il dénonce le décalage qui existe entre la qualité des textes dramatiques, qui sont pour lui l'emblème de la suprématie de la culture française, et leur représentation imparfaite au regard du goût nouveau.
Il écrit ainsi en 1748, toujours dans cette fameuse préface à Sémiramis, je le cite de nouveau, « Je ne puis assez... » Pardon. Merci. « Je ne puis assez m'étonner ni me plaindre du peu de soin qu'on a en France de rendre les théâtres dignes des excellents ouvrages qu'on y représente et de la nation qui en fait ses délices. Cinna, Athalie mériteraient d'être représentés ailleurs que dans un jeu de paume, au bout duquel on a élevé quelques décorations du plus mauvais goût et dans lequel les spectateurs sont placés contre tout ordre et toute raison, les uns debout sur le théâtre, c'est-à-dire la scène, les autres debout dans ce qu'on appelle le parterre, où ils sont gênés et pressés indécemment. » Mais la préface de Sémiramis n'aborde pas que des réformes ponctuelles tendant à améliorer les conditions de la représentation. Elle appelle également une nouvelle conception du bâtiment théâtral, et Voltaire, qui adresse sa préface au cardinal Quirini, évêque de Brescia, cite l'exemple de l'Italie, où règne, selon lui, l'intelligence et le bon goût. Il exhorte le pouvoir français à intervenir en ces termes. « Il est honteux, écrit-il, de laisser subsister encore ces restes de barbarie dans une ville si grande, si peuplée, si opulente et si polie. » Il parle de Paris. La 10e partie de ce que nous dépensons tous les jours en bagatelles, aussi magnifiques qu'inutiles et peu durables, suffirait pour élever des monuments publics en tous les genres, pour rendre Paris aussi magnifique qu'elle est riche et peuplée, et pour l'égaler un jour à Rome, qui est notre modèle en tant de choses. Alors, s'il a fallu 10 ans, on va le voir, pour exaucer le vœu de Voltaire et libérer la scène de ses spectateurs, en revanche, son exhortation à prendre modèle sur l'Italie, en matière de bâtiment théâtral notamment, semble avoir porté immédiatement ses fruits. En effet, dès 1749, on est donc un an après cette préface à Sémiramis, le roi missionne une équipe constituée de 5 personnes, auxquelles on demande d'examiner, entre autres objets, les théâtres de la péninsule. Alors, avant d'aborder ce voyage proprement dit, il faut souligner que l'événement de sa décision coïncide sur le plan de la chronologie avec le point culminant de la lutte engagée par les tenants d'un courant antiquisant qui se développe en France à partir des années 1740 contre les prétendues exagérations de la rocaille. Aussi, l'un des buts de ce séjour italien consiste sans doute également à aller chercher des arguments contre les caprices de cet art, de cette architecture, qu'une nouvelle génération d'artistes ressent comme quasiment décadente, en tout cas sans portée morale, et c'était sans doute aussi pour eux l'occasion d'aller saisir des modèles dans les ruines de l'Antiquité, modèles qui seraient propres à régénérer leur art. Le programme de ce voyage officiel est résumé par le marquis d'Argenson. Il s'agit, selon lui, d'éclairer l'un des participants de ce programme, et non le plus insignifiant, c'est le frère de Madame de Pompadour, le futur marquis de Marigny, qui est appelé à devenir le directeur des bâtiments du roi. Je cite donc d'Argenson, « l'éclairer sur les beautés et les défauts de tous les ouvrages d'architecture, peinture et sculpture qui attirent les regards des étrangers pour faire un juste discernement en séparant le vrai beau de ce qui n'en a que l'apparence. » Alors, pour encadrer sa formation, le marquis de Marigny est accompagné de 2 architectes, Jacques-Germain Soufflot, d'une part, et Gabriel-Pierre Martin Dumont. Il est accompagné également d'un dessinateur, Charles-Nicolas Cochin, qui deviendra secrétaire perpétuel de l'Académie royale de peinture et de sculpture, et qui, déjà à l'époque, était un pourfendeur polémiste de la rocaille. Il est accompagné, enfin, de l'abbé Leblanc, un antiquaire et critique d'art polygraphe. Cochin
rendra compte de son expérience dans un voyage d'Italie qui est édité en 1758, et Dumont, pour sa part, publiera en 1764 un parallèle des plans des plus belles salles de spectacle d'Italie et de France, ouvrage qui va être régulièrement actualisé en feuillet jusqu'en 1777 et partiellement republié en 1772 dans une des livraisons de l'encyclopédie. Alors, le périple de ces 5 personnages les conduit à Turin, à Milan, à Parme, à Reggio, à Modène et, en dernier lieu, à Vicence, où ils vont admirer le théâtre olympique. Et un second épisode de ce voyage va les conduire dans l'Italie méridionale, cette fois-ci, à Naples, à Paestum et surtout à Herculanum, où on vient de mettre à jour le célèbre théâtre antique. Ce voyage offre avant tout l'occasion à ses participants, apparemment, de prendre un certain recul par rapport à leur expérience et par rapport à leur identité de Français, et de porter, de fait, un regard critique sur les salles et les habitudes des Français. Ainsi, Cochin observe, avec un brin d'ironie, « Nos premiers théâtres ayant été faits dans des jeux de paume, qui étaient fort étroits et profonds, presque tous ceux qui ont été construits depuis ont cru qu'il était défendu de sortir de cette idée. Et en effet, nous sommes si monotones que quelqu'un qui oserait proposer de les faire plus larges et plus profonds pourrait bien passer pour insensé. Il se passerait beaucoup de temps avant que l'on convainc, malgré l'évidence, qu'on y entend et qu'on y voit mieux. Mais on reviendrait enfin de ces préjugés d'habitude, et par la suite, l'étonnement serait qu'on ait pu supporter si longtemps une forme aussi défectueuse que celle que nous avons donnée jusqu'à présent à nos théâtres. Mais la critique des salles françaises s'accompagne également de réserves sur les théâtres italiens contemporains. Pour l'illustrer, j'ai choisi cette image du théâtre argentin à Rome en 1747. Toutes ces salles, écrit Cochin, ne sont, je le cite, qu'un composé de loges égales à 6 rangs l'un sur l'autre qui ne méritent pas le nom d'architecture. Ces loges superposées, selon lui, je le cite à nouveau, empêchent absolument toute décoration de belle architecture et ne présentent qu'un coup d'œil semblable à des catacombes. Soufflot, de son côté, lors d'une conférence qu'il prononce à son retour devant l'Académie de Lyon, est également impitoyable dans sa critique des salles italiennes. Si il en reconnaît les qualités acoustiques, il y déplore, comme Cochin, l'absence d'architecture et va jusqu'à qualifier l'élévation de ces loges alvéolées de cage à poules dorées. Enfin, l'absence de description ou de jugement qui concernerait l'extérieur des théâtres italiens révèle à elle seule l'insuffisance notoire de ces édifices sur ce point, puisqu'ils ne sont pas isolés, comme on le verra, et ne présentent aucun caractère monumental à l'extérieur. Les 2 seuls théâtres modernes à échapper aux critiques de nos 2 témoins sont le théâtre olympique de Palladio à Vicence, élevé en 1580, et le théâtre Farnèse à Parme, construit en 1618 sur les plans d'Aleotti. Du premier, Cochin admire le plan à l'imitation des antiques et les gradins, je cite, moyens, selon ces termes, le plus favorable pour contenir beaucoup de monde en peu d'espace et pour faire que ces personnes produisent elles-mêmes un spectacle magnifique. Je vous demande de vous rappeler spectacle magnifique, on en reparlera tout à l'heure. Surtout, à l'impression de catacombe que lui avait donné la disposition des loges dans les théâtres plus récents, il oppose, je le cite à nouveau, la magnifique colonnade qui surmonte l'amphithéâtre. Quant au théâtre Farnèse, Cochin déclare à son sujet qu'il est le seul théâtre moderne que l'on voit en Italie
si l'on accepte celui de Palladio, qui soit vraiment décoré d'architecture. Cependant, il ne faut pas s'y tromper. Cet attrait pour l'œuvre de Palladio, et surtout évidemment pour celle d'Aleotti, surtout pour celle de Palladio, dont l'influence est effectivement déterminante dans le renouveau de la théorie de l'architecture et notamment des salles de spectacle, cet attrait donc repose sur le fait que le théâtre olympique ou le théâtre Farnèse sont des salles à l'antique construites dans les temps modernes. Et c'est en quelque sorte un prisme à travers lequel architectes et théoriciens français vont observer et s'imprégner du modèle antique qui, finalement, seul les obsède. Comme, par exemple, ce relevé du théâtre d'Herculanum par Bellicar. Et ce retour aux anciens va s'effectuer donc par la médiation de Palladio, que nos architectes considèrent comme étant le meilleur interprète de l'architecture antique. Alors, pourquoi ce rejet si complet des salles italiennes modernes en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle? Pour quelles raisons nos architectes et nos théoriciens français ont-ils méprisé ces salles en les qualifiant de cages à poules dorées? Pourquoi parlent-ils d'une architecture sans noblesse ou encore qui ne mérite pas le nom d'architecture? Tout bien considéré, cette attitude ne va pas de soi puisque, dans la pratique, les salles italiennes avaient acquis une double célébrité. D'une part, en Italie, elles étaient les plus vastes de l'Europe et leur forme semble a priori parfaitement adaptée à la double fonction du théâtre, c'est-à-dire à la fois spectacle et activité sociale. Et d'autre part, dans les autres pays, le modèle était également parfaitement plébiscité. Que ce soit donc des cours espagnols au Portugal, à la Russie, en passant par la Lorraine, la Bavière, la Prusse, l'Autriche ou la Pologne, la forme ovale, nuancée parfois par la variante en forme de lyre ou de cloche qui s'évase au niveau de l'avant-scène, reproduisait partout en élévation cet étagement de loges privées. Alors, ici, simplement un exemple fameux de salle italienne, c'est à Turin, donc le théâtre construit par Alfieri en plan et en élévation. En fait, on va voir comment ce n'est pas la seule connaissance et la seule critique des plans, mais c'est bien l'observation in situ, c'est bien l'expérience, c'est bien le vécu, et plus précisément encore une réflexion sur place, sur la place que tenait lieu le théâtre dans la société italienne et le rôle qui lui était imparti. C'est sur cette base que les Français ont constaté que la forme des théâtres italiens ne convenait pas à leur idéal. Alors pour bien comprendre, voyons, pour commencer, quelle place occupe l'activité théâtrale au sein de la société italienne du XVIIIe siècle. Dans son abrégé élémentaire de la géographie universelle de l'Italie, publié en 1774, Nicolas Masson de Morvilliers donne une description des théâtres et des mœurs du public italien particulièrement évocatrice. Je le cite, « Les loges sont grandes, éclairées, et semblent des chambres où l'on joue, l'on mange. On y fait la conversation, on y reçoit des visites. Il y a même beaucoup de villes où l'on ferme les volets, que l'on n'ouvre que pour entendre l'ariette ou les morceaux pathétiques exécutés par les virtuosi. » Or, ce témoignage particulièrement représentatif du regard que les Français pouvaient porter sur les salles italiennes laisse clairement entendre qu'en Italie, le théâtre tient lieu essentiellement de distraction. Ce n'est à proprement parler qu'un délassement, au sens passif du terme, qu'un prétexte de réunion
Et l'édifice qui accueille ces activités n'est qu'une sorte, finalement, de salon urbain dont la structure permet surtout d'entretenir l'esprit de cour. Or, ce modèle, ce mode de vie, se situe précisément à l'opposé du discours qui s'est formé en France au milieu du XVIIIe siècle, sous l'égide notamment de Voltaire et des encyclopédies sur la finalité du théâtre. Selon ce discours, en effet, le théâtre devait contribuer à réformer les mœurs en éduquant le public, toutes classes confondues, par le regard. Et dans l'esprit des réformateurs, l'architecture théâtrale devait soutenir cette mission pédagogique en inventant une nouvelle formule, puisque, manifestement, le modèle fourni par les salles italiennes et le type de comportement qu'il induisait relativement à l'action dramatique allait absolument à rebours de l'effet qui était recherché. Le dispositif était donc à recréer de toutes pièces, en engageant deux points essentiels. D'une part, il fallait désormais disposer le public face au spectacle et non plus en vis-à-vis, ce qui condamnait de facto les salles étroites et profondes dont on avait l'habitude en France, comme on l'a vu. Second point, il fallait trouver une formule qui permette de soutenir au maximum l'attention du public, de façon que l'action dramatique engendre les effets qu'elle était censée produire dans l'esprit des spectateurs, ce qui condamnait, sinon l'existence des loges, du moins l'usage privatif qu'on en avait, qui était, on l'a compris, parfaitement concurrentiel à l'activité du théâtre. Dès lors, il n'est pas surprenant que la question de la forme de la salle ait obsédé les architectes, et il n'est pas surprenant non plus que l'amphithéâtre soit apparu d'emblée comme la figure, la formule la plus apte à servir ce projet pédagogique commandé par les Lumières. Mais il y a plus. Non seulement le modèle qui est véhiculé par les salles italiennes semble aller à l'encontre de ce projet éducatif qui est si cher aux Lumières, mais en plus, aux yeux de nombre d'architectes et de réformateurs du théâtre, les loges passaient pour servir de refuge à une société superficielle et dépravée. Alors, sans commentaire, juste pour illustrer, Ledoux écrit ainsi, je le cite, « Les loges inquiètent la pudeur, les bonnes mœurs ». Louis-Sébastien Mercier, dans un chapitre du Tableau de Paris, qualifie les loges de cette manière « fruit moderne de la licence des mœurs ». Un usage indécent qui sacrifie le spectacle et le public à la délicatesse impérieuse de 200 ou 300 femmes qui n'ont rien à faire et qui ferme l'entrée à tous les honnêtes citoyens qui cherchent un délassement utile et dont la fortune ne saurait atteindre cette commodité luxurieuse. Il faut donc, quand on est femme, avoir dans une loge son épagnole, son coussin, sa chaufferette, mais surtout un petit fat à la lorgnette qui vous instruit de tout ce qui entre et de tout ce qui sort et qui vous nomme les acteurs. Ce qu'il faut retenir de ce développement, c'est que le renouveau de l'architecture des théâtres va s'intégrer à la fois dans un projet social d'éducation, je l'ai dit, mais également dans un projet moral. Les deux projets participant à cette régénération de la société qui était souhaitée par les Lumières. Cependant, en marge de cette observation, il faut remarquer également que ce rejet du modèle italien repose, le cas échéant, sur des motifs ayant trait à l'acoustique ou à l'optique. C'est le genre d'argument que défend le théoricien Pierre Pat dans son essai sur l'architecture théâtrale 1782, à laquelle je vais me référer tout au long de l'intervention. Je le cite, « Il n'y a personne qui ne soit maintenant d'accord que cette multitude de petites cellules où le son s'engouffre sans cesse, en détail, ne soit aussi contraire à la vision qu'elle ouïe, et que si cette distribution tient au surplus aux usages de l'Italie, nous n'avons en France
aucune raison de l'admettre, l'origine de l'obsession culturelle française. Cela étant, était-il pensable de supprimer les loges et d'adopter le modèle de la cavea à l'antique? Ça, c'est pour vous rappeler le cours que vous avez eu normalement sur l'architecture antique. Donc, cette suppression était-il possible? Non. Et nous allons voir dans un instant pour quelles raisons. En attendant, il faut sans doute reconnaître d'emblée que les projets de salles qui tendent à la suppression des loges ont surtout un caractère prospectif. En fait, si la nécessité d'une réformation de l'architecture de théâtre en France fait l'unanimité dès le milieu du siècle, sans doute parce que, tout simplement, elle s'inscrit dans un projet de société, cette intention de réformation a très vite donné lieu à un débat au sein duquel se sont opposés deux partis. D'une part, ceux qui étaient portés à un idéal antique, ce sont les artistes qui forment l'entourage de Marigny, et d'autre part, les tenants d'un réalisme architectural fondé sur les lois de la convenance, illustrées par Pierre Pat. Selon Pierre Pat, justement, la suppression des loges est inenvisageable. Je le cite, « Une des principales difficultés de l'ordonnance des théâtres modernes est de réussir à y distribuer les places d'une manière agréable et commode parce qu'indépendamment de leur sol, on veut encore en couvrir tous les murs à dessein de les multiplier. Les anciens avaient imaginé de les disposer en amphithéâtre avec des gradins, mais cette disposition paraît être trop contraire à nos étiquettes, à nos usages, à nos mœurs. Nous sommes habitués depuis longtemps à des loges. Elles facilitent à chacun d'assister au spectacle, suivant son rang ou ses moyens, et de s'y rassembler avec ses compagnies ou ses sociétés ordinaires. » En fait, le point de vue de Pierre Pat est sans doute plus réaliste que réactionnaire, puisqu'il prend en compte un facteur culturel fondamental de la société de l'Ancien Régime, c'est-à-dire l'hégémonie que la noblesse entendait maintenir coûte que coûte sur les valeurs sociales et son désir que cette distinction soit manifeste, que cette distinction soit lisible au théâtre. C'est également un point de vue réaliste dans la mesure où Pierre Pat a bien conscience que le théâtre est aussi et surtout une entreprise commerciale et que la location de ces loges à l'année est une source de revenus dont aucune compagnie ne peut faire l'économie. Or, c'est précisément l'écueil que pointe l'auteur anonyme d'une lettre sur les salles de spectacle publiée en 1761, lorsqu'il s'interroge sur la pertinence qu'il y aurait à adopter le modèle de la salle à l'antique, qui assurerait que le peuple français se plairait au pêle-mêle des conditions qui pourraient se rencontrer pour l'argent, confondu dans un amphithéâtre immense, à moins que d'y former des subdivisions pour les différents États. Alors, voilà ce que l'on peut dire du cadre théorique dans lequel a lieu le débat relatif à la réformation de l'architecture des théâtres en France. Sur le terrain, cette fois-ci, il appartient à Soufflot le mérite d'être le premier à avoir proposé une solution médiane, un compromis à ces difficultés d'ordre à la fois, on l'a vu, socio-culturel, mais également pratique et économique. En 1753, il est chargé de reconstruire un théâtre à Lyon pour remplacer l'ancien Jeu de Paume, et à cette occasion, l'architecte présente à l'Académie de la ville un mémoire pour servir d'explication, de présentation à son projet, mémoire dans lequel il déclare « J'ai tâché dans les projets que j'ai faits de profiter des avantages que j'ai pu apercevoir dans les salles d'Italie et de France et d'éviter les inconvénients que j'ai remarqués dans les unes et dans les autres. » Surtout à la faveur de son étude du modèle palladien et des théâtres des anciens, on va voir comment Soufflot s'est efforcé de plier, d'adapter l'idéal de la cavea à l'antique aux normes sociales qui régissent la production architecturale, autrement dit, ce que les théoriciens entendent par le mot de convenance.
même si Soufflot imite dans son théâtre la figure ovale, de l'ovale tronqué qu'on peut voir au théâtre de Turin, qu'on l'a vu tout à l'heure construit en 1740 par Alfieri, et dont Soufflot avait relevé les plans, Soufflot, donc, au théâtre de Lyon, prend ses distances par rapport au modèle, puisqu'il récuse le système du cloisonnement et de l'étagement des loges des théâtres italiens, en formant cette fois-ci des balcons continus et en abaissant les écrans de séparation, donc nos balcons continus, il abaisse également les écrans de séparation entre les loges et surtout, il dispose les différents étages en retrait les uns par rapport aux autres. C'est ainsi que la salle, vue dans son ensemble, avec cette structure évasée, s'élargissant au fur et à mesure qu'elle s'élève, apparaît comme une image, ou si l'on veut, un simulacre de l'amphithéâtre à gradins. Alors, vous me direz que cette entreprise est quand même timide, et même si elle ne fonctionne que sur le plan symbolique, eh bien, cette adaptation du modèle antique, ce compromis, prudent certes, constitue la première étape qui va être déterminante dans la formation d'un modèle original de la salle à la française. Or, cette transposition d'une structure antique à l'intérieur d'une structure imitée des salles italiennes, cette image concrète de l'assemblée des spectateurs disposés dans une structure architectonique expressive, si différente, on le comprend, des alvéoles uniformes des salles italiennes, allait s'imposer désormais en France de manière définitive. L'un des exemples sans doute le plus abouti de cette recherche, de ce développement, si vous l'avez bien compris, de ce métissage, nous est donné par Claude Nicolas Ledoux dans son théâtre de Besançon, qui est construit entre 1778 et 1784. Voilà une coupe transversale. Ici, comme dans un projet non réalisé pour Marseille, l'architecte sollicite au maximum la métaphore de la cavea à l'antique et réalise une salle dont, on le voit bien sur cette coupe, les différents étages s'organisent en vastes gradins destinés, selon les mots de l'architecte, à contenter tous les états. Mais la solution proposée par Soufflot au théâtre de Lyon, aussi satisfaisante paraissent-elles sur les plans à la fois formels et symboliques, n'a pas pourtant coupé court aux recherches relatives aux modalités d'adaptation et d'insertion de l'amphithéâtre à gradins dans les salles de spectacle. À cet égard, le projet que forme Charles de Vailly en 1784 pour la transformation de la salle de la Comédie Italienne me semble particulièrement révélateur de la vitalité de ce thème de réflexion sur la manière d'insérer ou de susciter la cavea dans une salle moderne, et cela 30 ans après l'expérience lyonnaise. Ici, l'architecture propose de supprimer un ensemble de loges existantes et d'aménager en remplacement un amphithéâtre extrêmement profond. Cela, alors, voilà en coupe, l'amphithéâtre en fait est disposé à ce niveau-ci. Cela étant, l'une des choses qui frappe le plus dans ce projet extrêmement audacieux, qui n'a peut-être, Dieu soit loué, n'a pas été mis en œuvre, ce qui frappe le plus, c'est le caractère hybride, fragmentaire et, je pense qu'on peut le dire, difforme qu'il confère à la salle dans laquelle il est intervenu. Alors, cet exemple un peu difficile, un peu douloureux, permet d'aborder un nouveau point, à savoir que l'adaptation du modèle de la cavea à l'antique aux salles modernes
n'est pas problématique que sur le seul plan des convenances. En effet, la forme semi-circulaire était également mal adaptée à l'ouverture de la scène qui se trouvait être nécessairement rétrécie par la présence des coulisses. De là, certains auteurs ont proposé une forme totalement nouvelle, la demi-ellipse transversale. C'est le cas, par exemple, ici pour Cochin, mais ce genre de proposition n'a jamais été mise en œuvre, entre autres parce qu'il nécessitait la création d'une scène, on le voit, tripartite, ce qui aurait eu pour fâcheuse conséquence de tripler la défense qui était affectée au décor de scène. Toutefois, les difficultés liées à sa mise en œuvre, malgré ça, donc la figure du demi-cercle continue d'obséder nos théoriciens, sans doute parce qu'elle sert au mieux l'image du rassemblement, de ce public qui devient si cher à l'esprit des Lumières, et pour Jean Damin, dans un mémoire relatif à un projet de reconstruction de la Comédie Française qu'il donne en 1772, cette idée sublime et très simple, en même temps, fut prise dans la manière toute naturelle dont on a toujours vu que se donnent les scènes grossières dans les carrefours, par les gens à qui on permet d'amuser la partie oisive du peuple. On y voit que ces gens ont soin d'adosser leur petit spectacle contre le mur d'une rue, et que tout aussitôt que leur étalage commence à paraître, le peuple vient de lui-même s'arranger au demi-cercle autour de cette scène momentanée. Les spectateurs qui se trouvent derrière, s'élevant sur la pointe des pieds, pour voir aussi bien que ceux qui se trouvent devant. Quant à Ledoux, qui commente ses projets pour Besançon et pour Marseille dans son ouvrage « L'architecture considérée sous le rapport de l'art, de la législation et des mœurs », l'emploi du cercle ne s'impose pas seulement à l'architecte par l'observation du comportement humain, comme c'était le cas, on vient de voir, chez Damin, mais c'est la raison et par conséquent l'observation de la nature qui doit dicter l'adoption de cette figure. Selon lui, je le cite, « Il faut puiser dans la nature et dans ses provocations les principes qui peuvent nous diriger. Les choses qu'elle fait sont meilleures que celles de l'art. Cette puissance, toujours appuyée sur la raison, amène des résolutions à l'abri des fausses conséquences qui nous égarent. Ce qu'elle présente est si simple que l'on ne conçoit pas comment l'homme, rappelé aux idées premières, a pu les oublier pour créer des fantômes que la réflexion aurait dû faire disparaître. Tout est cercle dans la nature. La pierre qui tombe dans l'eau propage des cercles infinis. L'air, la mer se meuvent sur des cercles permanents. Appuyés sur ces bases incontestables, sur ces scènes qui sont à la portée de tout le monde, sur ces scènes qui se renouvellent à chaque instant, qui pourra douter que la forme de nos théâtres ne doive être progressive, puisqu'on obtient par elle les seuls effets qui naissent du concours des merveilles de la nature, sans accessoires étrangers. » La planche du projet que Paire et Devailly ont donné pour la construction du théâtre de l'Odéon, sur lequel on va revenir, planche qui est publiée dans l'encyclopédie, illustre parfaitement dans quelle mesure la figure du cercle conditionnait le processus de création chez ces architectes réformateurs. Ici, le cercle structure véritablement la composition de l'ensemble du théâtre. Un premier cercle délimite l'espace de la salle, un second, celui de la scène, et leur intersection définit la forme et la situation du proscénium, c'est-à-dire de l'avant-scène, c'est-à-dire cet espace sacré qui est à la fois l'âme et le cœur du théâtre, celui où intervient la rencontre à la fois du monde de l'illusion dramatique et celui des spectateurs. Enfin, un troisième cercle en coupe transversale, ici en bas, forme la
la courbe des balcons disposés en retrait. Cependant, même si la figure du cercle semble dominer le débat, d'autres formes sont proposées ou testées. Ainsi, Pierre Pat tente d'imposer la figure elliptique avec un axe majeur perpendiculaire à la scène, puisque l'emploi de cette forme, selon lui, se justifie par les lois de l'acoustique. Toutefois, il reconnaît dans son ouvrage, et ces mots feront office de bilan sur cette question de la forme des salles, je le cite, « Les uns prétendent que la figure circulaire ou demi-circulaire est la plus favorable, les autres veulent que ce soit l'ovale ou le demi-ovale, d'autres, et c'est le plus grand nombre, croient qu'il est libre d'adopter toutes ces formes, toutes les courbes indifféremment, celles d'une cloche, d'une raquette, d'un fer à cheval. » En outre, il ne faut pas perdre de vue que la variété des formes que dénonce Pierre Pat est due non seulement effectivement à une recherche théorique qui est particulièrement attentive dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle, mais cette variété des formes est due également à des raisons contingentes, matérielles, problèmes d'espace et problèmes financiers. On en a un exemple significatif de cette coaction de deux facteurs avec la salle du théâtre de la Comédie Italienne qui est construite entre 1781 et 1783 sur les plans de Jean-François Heurtier. Alors ici, la salle, par son extrême profondeur, présente une forme obsolète compte tenu de la date à laquelle les dessins sont donnés, forme qui d'ailleurs a donné lieu à de nombreuses critiques de la part à la fois du public et des théoriciens. Et on pourrait déduire de l'emploi de cette forme obsolète, dépassée, que notre architecte, Heurtier, donc, était hermétique au discours théorique novateur. Or, le même architecte avait projeté quelques années avant, pour Versailles, la réalisation d'un théâtre dont, vous le voyez, la salle était parfaitement ronde. Cela tient au fait que, dans le premier cas, à la Comédie Italienne, Heurtier a été contraint de réaliser son projet sur un terrain qui provenait d'une opération de lotissement, voici le plan du théâtre, et que, dans le second cas, Heurtier était libéré de ce genre de contraintes spatiales. On a vu pour quelles raisons les architectes, en répondant à l'appel des Lumières de faire du théâtre un loisir destiné à l'édification des mœurs, à cette régénération de la société, comment donc ces architectes ont rejeté le modèle italien et comment ils ont cherché à mettre au point une formule qui permette de satisfaire au mieux cette double exigence, placer donc le spectateur face à la scène et créer les conditions spatiales nécessaires à la formation d'un public, au sens moderne du terme, ce qui revenait, en ce qui concerne ce second point, à casser les comportements parasites qu'entretenait de manière trop flagrante, on l'a vu, l'existence des loges disposées à l'italienne, et ça revenait également à révéler ce public à lui-même en sollicitant l'image unificatrice et suggestive de la cavea à l'antique. Or, l'effort des architectes ne s'est pas arrêté là. On va voir désormais comment, toujours dans ce souci absolument primordial de garantir, de forcer en quelque sorte l'attention de nos spectateurs pour les rendre parfaitement sensibles à l'action dramatique, on va voir comment donc les architectes sont intervenus cette fois-ci au niveau de la scène afin de soutenir l'action dramatique et comment ils ont tenté de renforcer finalement l'union entre la scène et la salle. On a vu comment dans les théâtres français de la première moitié du siècle, le jeu des acteurs se déroulait dans un espace qui était mal défini ou du moins qui s'inscrivait dans un cadre dont les limites étaient absolument perméables. En effet,
les comédiens étaient obligés de réciter sur l'avant-scène, sur le proscenium, en s'adressant directement au public du fait de l'acoustique aléatoire de ces salles qui étaient trop profondes. Et dès lors, ces acteurs donc se trouvaient placés en avant des spectateurs qui étaient placés soit sur la scène, on l'a vu, soit dans les loges de l'arc d'avant-scène. Aussi, il résultait de ce dispositif une grande confusion qui était, on l'imagine, parfaitement néfaste à la cohérence et surtout à la vraisemblance de l'action scénique. Or, dans le sillage des exigences de Voltaire, qui, sur le plan de l'écriture, envisageait de se rapprocher du réalisme shakespearien de la même manière d'ailleurs que Diderot, dans le nouveau drame, cherchait à se rapprocher d'un souci de réalisme, il va être question désormais de réinventer l'espace de la représentation afin de répondre à cette évolution du drame, mais aussi afin d'impliquer psychologiquement le public au cœur de l'action dramatique et de provoquer chez lui des émotions plus intenses, de mieux frapper les esprits pour les rendre plus réceptifs aux propos de l'auteur. Cela va se traduire dès 1759 par la suppression des acteurs présents sur la scène, scène que l'on rend de facto au jeu dramatique et au décor. Les acteurs vont gagner évidemment en mobilité et surtout l'action n'aura désormais que plus de vraisemblance. D'autre part, le décor de scène, dont la création échoit de plus en plus aux architectes et non plus aux peintres, gagne lui aussi en réalisme. Déjà dans la première moitié du siècle, la scena per angolo, c'est-à-dire un décor à deux perspectives divergentes, qui avait été mise au point par Fernandino Galli da Bibbiena, cette nouvelle manière de figurer l'espace récuse la vision statique et symétrique de la scène à point de vue unique et central, comme par exemple ce décor à la Bérin qui était vraiment la tradition depuis la fin du XVIIe. Cette évolution va offrir une vision scénique plus concrète et désormais la scène va accueillir des décors saillants qui vont être bâtis sur des châssis et décors qui matérialisent mieux l'espace en lui restituant son caractère tridimensionnel. Or, si les Galli da Bibbiena n'ont pas fait carrière en France, leurs disciples, l'architecte Servandoni, développent leur procédé de cadrage en biais et donnent une vision plus réaliste à l'architecture en introduisant des praticables, c'est-à-dire des escaliers, des rampes par exemple, où vont désormais évoluer les personnages. Ces progrès du décor scénique sur la voie de la vraisemblance est encore renforcé par l'introduction du thème du fragment, par exemple un départ de colonne dont on ne voit pas le chapiteau, et ce thème de fragment donne au spectateur le sentiment que la scène n'est plus simplement une boîte qui est ouverte sur la salle, mais qu'elle est une sorte de fenêtre qui donne à voir une séquence, un morceau d'espace qui se développe dans les trois dimensions à l'arrière du mur de scène. Alors, voilà pour les transformations qui affectent la scène et ses accessoires, mais l'intervention des architectes ne se limite pas à ce seul toilettage du plateau scénique et à donner une dimension plus réaliste au décor. Ils vont également repenser la liaison, requalifier le rapport qui unit l'espace de la fiction et celui réservé au public. Cet espace de transition, ce trait d'union entre le monde de l'imaginaire et le réel, celui de la salle, c'est l'arc ou le cadre de scène qui l'assure. Or, que ce soit Path, Ledoux, Quatremère de Quincy ou tous les architectes des Lumières,
chacun d'entre eux, chacun de ces auteurs est unanime pour considérer l'arc de scène comme un cadre qui doit offrir un corps lisse, son rôle étant à la fois de rassembler le point de vue, de centraliser le regard et de diffuser le son. De la même manière, un homme de scène comme Noverre déclare dans ses observations sur la construction d'une nouvelle salle d'opéra, je le cite, « Il faut que le cadre soit noble dans sa forme et simple dans ses ornements, car s'il est chargé d'or, si la diversité des marbres papillote, les décorations qui font le fond du tableau et les acteurs qui en forment les personnages seront écrasés par les ornements et par la richesse. Celle de leurs vêtements sera bientôt éclipsée, et de ce choc de couleurs et de magnificence, il ne pourra résulter qu'un tout désagréable. » Or, pour que l'action théâtrale ne soit parasitée en aucune sorte et que l'illusion de la pièce représentée soit parfaite, il fallait également et surtout supprimer non plus les banquettes qui étaient disposées sur la scène, comme on l'a vu, puisqu'elles disparaissent en 1759, mais supprimer désormais les loges d'avant-scène. Noverre écrit à ce propos « Si le cadre d'un tableau était chargé d'ornements barbares, si au milieu de ces ornements lourds on plaçait des rangées de têtes à cheveux ou en perruque, en pouf et en panache, que dirait le peintre ? Que deviendrait l'effet de son tableau ? Voilà l'exemple de nos avant-scènes, coupées par des petites boîtes carrées d'où sortent une foule de têtes mouvantes qui, malgré leur charme, détruisent celui du théâtre et une partie du plaisir que le public y vient chercher. » Dans la pratique, pourtant, rares sont les théâtres construits dans la seconde moitié du XVIIIe siècle qui ne présentent pas encore des loges d'avant-scène. Les comédies italiens, lorsqu'ils étaient encore installés à l'hôtel de Bourgogne près des Halles, ont été les premiers pas lors des aménagements qui seront réalisés dans leur salle par l'architecte Giraud en 1760. Cependant, dès 1764, ces mêmes comédiens italiens cèdent à la pression de cette véritable fureur des petites loges et choisissent malheureusement de supprimer les colonnes jumelées qui encadraient la scène pour les remplacer par six loges d'avant-scène. Ledoux, qui voulait éviter ce type de loge pour son théâtre de Besançon, n'a pas réussi non plus à imposer cette solution à ses commanditaires. Mais dans ce cas, on doit encore reconnaître qu'il a réussi à les intégrer très discrètement dans l'arc de séparation. En 1795, au Théâtre des Arts, construit 2 ans plus tôt par Brongniart, l'architecte a dû ajouter des loges dans l'entrecolonnement de l'avant-scène en supprimant les niches et les statues qu'il avait installées lors de sa construction. Donc les loges qui ont été créées postérieurement s'en situent ici. Et il faut attendre 1797, donc vous voyez, on est vraiment à l'extrême limite de notre période, à nouveau au Théâtre de la Comédie Italienne, dont la salle fait encore l'objet d'une nouvelle intervention pour que ses propriétaires renoncent définitivement à ces loges d'avant-scène. Grimaud de la Reynière, dans Le Censeur dramatique, écrit au sujet de cette nouveauté « Il n'y a point de loge sur l'avant-scène, et le théâtre est tout à fait isolé des spectateurs. Cela choque au premier coup d'œil parce que dans les autres spectacles, on est accoutumé à voir des loges sur le théâtre. Mais il n'est pas difficile de voir que cette suppression est d'autant plus sage qu'elle est commandée par la vraisemblance et que l'usage contraire détruit l'illusion. L'habitude seule peut nous y avoir familiarisés et nous empêcher d'en être choqués. On doit donc savoir gré aux comédiens italiens de cette sage disposition. Et il ne faut pas moins d'honneur à leur respect pour les convenances théâtrales qu'à leur désintéressement. Il est à désirer qu'ils aient le courage de la maintenir. » Ce décalage profond entre les réalités du terrain et le désir des théoriciens de l'architecture
et plus généralement de ceux qui ont plaidé pour cette réformation des théâtres, ce décalage donc rappelle que le théâtre est une entreprise commerciale soumise aux règles du profit et que les exigences de rentabilité constituent une donnée fondamentale pour comprendre ces hésitations, ces résistances et parfois ces compromis que l'on rencontre ici et là dans l'architecture de nos salles. On a vu à l'instant comment le décor scénique a été marqué par un certain progrès de réalisme spatial et a multiplié les emprunts à l'architecture monumentale à l'antique dès avant le milieu du siècle. Or, cette évolution n'a pas eu seulement pour effet, comme je l'ai dit, de renforcer la vraisemblance de l'action théâtrale, elle a également eu comme implication directe sur le décor de la salle, évolution qui, on va le voir, rejoint toujours ce même projet d'impliquer émotionnellement les spectateurs au cœur de l'action dramatique. Alors, voyons comment. On se souvient que nos théoriciens reprochaient aux salles à l'italienne d'être sans architecture et comment l'adaptation de la cavea à l'antique a permis de conférer aux salles françaises une forme, une structure architectonique qui faisait défaut aux salles italiennes. Or, dans le prolongement de cette première innovation, mise au point, on s'en souvient, par Soufflot à Lyon, dans le prolongement de cette innovation, donc, une seconde grande réforme va consister, cette fois-ci dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, à introduire dans la salle une architecture savante digne des anciens, telle qu'on l'a figurée depuis 30 ans et plus sur la scène. Autrement dit, nos architectes vont tenter de réaliser la fusion de la scène et de la salle par l'emploi d'un même langage formel qui puise aux sources de l'antique. Ainsi, l'interaction de l'image de scène sur la salle, d'une part, et d'autre part, l'impérieuse nécessité qu'il y avait d'architecturer la salle dans le grand genre, constitue donc le second temps fort, après l'exemple lyonnais qui scande l'évolution de l'architecture des théâtres de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cela étant, ce télescopage, cette tentative d'unification entre la salle et la scène, ne fonctionne pas seulement que sur un plan formel. Elle sert à sa mesure l'efficacité du spectacle en ce qu'elle permet d'instaurer une cohésion plus grande entre l'action théâtrale et le public disposé dans la salle, et cela non pas seulement en plan, comme on l'a vu sur le schéma régulateur qui a été mis au point par Paire et Devailly pour la réalisation de l'Odéon, avec, on s'en souvient, ces deux cercles qui s'interprètent net, mais cette fois-ci en élévation. Autrement dit, le public se projette d'autant mieux dans le jeu dramatique que l'espace entre ces deux pôles, entre la salle et la scène, est unifié. Alors, de quelle manière ce langage monumental, qui nous vient de la scène et qui passe à la salle, de quelle manière ce langage a été mis en œuvre? Alors, il faut reconnaître que la chose était délicate, parce que si la colonne libre, si l'ordre colossal que l'on voyait sur scène incarne au mieux ce type de langage, encore faut-il trouver le moyen de l'incorporer harmonieusement à la structure horizontale des balcons et à l'évasement de la cavea. Dans le cas du Grand Théâtre de Bordeaux, construit par Victor Louis, en choisissant d'orner la salle d'un ordre composite colossal, eh bien, l'architecte a dû renoncer à transposer la forme de l'amphithéâtre. Et si on voit les balcons des loges viennent s'insérer dans l'entrecolonnement, un peu comme des commodes, dans un esprit donc qui est totalement contraire à l'image qu'on avait pu avoir au théâtre de Lyon.
Pour Pierre Pat, la colonnade est, je cite, « une magnificence indiscrète que l'on admettrait dans un lieu où tout doit tendre à favoriser l'harmonie. Que l'on en décore, si l'on veut, les portiques, les foyers et les accompagnements d'un théâtre, mais elles sont déplacées à coup sûr dans une salle. » Et finalement, il n'y a que Gabriel dans la salle palatine de Versailles, ou encore Ledoux au théâtre de Besançon, qui est sacrifié au monumental, mais on le voit avec mesure, puisque la colonnade est rejetée en arrière, à la manière de Palladio, en mettant donc en œuvre un modèle qui s'inspire directement du théâtre olympique. Cependant, d'une manière générale, les architectes ont préféré réserver l'emploi d'une structure architectonique marquante, à caractère monumental en tout cas, à deux endroits. D'une part, dans l'encadrement de scène, comme le préconise à nouveau Pierre Pat, qui considère que c'est finalement le seul endroit où on peut disposer un ordre architectural, mais ils ont cherché également, ces architectes ont donc cherché également à mettre au point un caractère monumental au niveau du plafond, qui est souvent traité en calotte, décorée à caisson avec présence ou non d'une toile peinte. À cet égard, la coupe transversale de la salle de la Comédie Italienne est assez exemplaire, puisque le temps fort de la décoration de cette salle s'articule très nettement au niveau de cette belle voussure qui est ornée de caissons et qui est précédée par un entablement corinthien amplement profilé, je ne sais pas si on le voit ici, et très, très ample, parce qu'il a, disons, la hauteur d'une demi-loge. Ainsi, en suivant l'évolution du décor et de la structure des salles du dernier tiers du XVIIIe siècle, on assiste à une forme de chassé-croisé, à un transfert de valeurs esthétiques qui a pour effet de théâtraliser la salle, mais aussi de sanctuariser l'espace qui était dévolu au public. Or, ce principe de transfert, ce principe d'échange entre le monde de la scène et celui de la salle est si profond qu'il va donner l'impression d'un effet de miroir. En effet, au spectacle de la scène va répondre désormais celui de la salle. La scène et la salle forment deux tableaux, selon les mots du machiniste Boulet dans son essai sur l'art de construire les théâtres. Je cite toujours cet auteur. « Avec quel plaisir ne voyait-on pas dans la salle du théâtre français, c'est-à-dire l'Odéon, deux tableaux, celui de la scène et celui que formaient les femmes, alors en possession du droit de présenter sur les devantures des loges la beauté, les grâces et la parure des goûts des Françaises. On se rappelle ces belles chambrées qui vérifiaient ce mot bien juste de père. Une salle de spectacle ne doit être qu'un cadre dans le tableau qui s'anime par les femmes. Aucun ornement, aucune teinte ne doivent prendre un caractère qui nuise aux effets qu'elles veulent produire. » Or, les femmes jouent effectivement un rôle de premier plan dans ces nouvelles salles puisqu'elles contribuent, on le voit, à l'ornement. Jaloux d'en offrir le tableau le plus agréable, écrit Boulet en commentant son projet d'opéra en 1781, j'ai cru y parvenir en disposant les spectateurs tellement que ce fussent eux qui décorassent ma salle et en formassent le principal ornement. C'est en effet par la réunion et l'assemblage du beau sexe, disposé de manière à tenir lieu de bas-relief à mon architecture, que je crois être assuré d'avoir donné à mon tableau l'empreinte et le caractère de la grâce. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. 20 minutes. Alors, voilà. On reviendra peut-être, s'il nous reste du temps, sur la question de la couleur de nos salles de théâtre, parce qu'en fait, justement,
on va choisir la couleur de ces salles en fonction des femmes, encore une fois, de façon à ne pas gâter leur teint. Hein, mais on peut réserver ça pour la conclusion. Passons directement donc au moment de compléter et de clore ce développement relatif à cette question centrale du processus de théâtralisation du public, qui résulte d'une, en tout cas j'espère que vous l'avez compris, d'une ambivalence spatiale qui est souhaitée à dessein et entretenue entre la scène et la salle. Et il faut observer que ce processus ne concerne pas uniquement la sphère de l'auditoire. En fait, il irradie de plus en plus le reste du bâtiment et finalement va structurer sa composition. Mais ce changement se fait progressivement. Au théâtre de Lyon, par exemple, les séquences d'accès et les dégagements sont traités comme des éléments accessoires aux fonctions purement utilitaires. Tout change par contre avec l'Odéon de Paire et de Vailly, qui est le premier théâtre dans lequel le vestibule, mais également les escaliers et le foyer, hein, trois ensembles ouverts qui communiquent visuellement entre eux, forment donc un ensemble représentatif au sens propre, c'est-à-dire qu'il constitue un véritable espace scénique où le public se donne en spectacle à lui-même, en dehors de la salle, et en effet, donc, à l'Odéon ou encore au Grand Théâtre de Bordeaux, l'escalier sert de scène, véritablement, pour les entrées des personnes de haut rang, et les galeries qui entourent ces escaliers tiennent lieu, quant à elles, de loges pour les spectateurs de cette représentation sociale. Et à cet égard, Charles Garnier, à l'Opéra de Paris, est pleinement redevable du progrès de ses prédécesseurs. Ainsi, donc, dans un contexte de sécularisation des mœurs, qui est encouragé par les Lumières, le théâtre s'impose dans le dernier tiers du siècle comme un édifice monumental qui ennoblit le rassemblement du public et qui incarne, face à la cour, le prestige de la vie urbaine. Or, comment cette évolution, qui est perceptible à l'intérieur, est-elle devenue également manifeste à l'extérieur du théâtre ? Autrement dit, comment le théâtre est-il devenu un édifice public à part entière, c'est-à-dire identifiable comme tel dans le paysage urbain ? Cette mutation de l'enveloppe du théâtre, là on passe à l'extérieur, qui lui permet d'accéder au rang de monument public, va se décliner en 3 points. D'une part, l'isolement du bâtiment. Deuxièmement, la caractérisation de la façade. Et en dernier lieu, l'insertion de l'édifice dans un projet urbain qu'il va structurer et parfois même modéliser. On a vu de quelle manière le théâtre de la Comédie Française, lorsqu'il était encore situé rue des Fossés-Saint-Germain, présentait une façade qui s'apparentait à une habitation. Or, ce n'est pas le seul point de convergence formelle, puisque, telle une demeure particulière, ce théâtre venait s'insérer dans le tissu urbain, bien corsetée dans sa parcelle, on l'a vu, qui elle-même se trouvait prise dans le maillage de l'îlot. Ce cas de figure, il faut s'en convaincre, est la règle au début du XVIIIe, ce qui ne manque pas de poser de sérieux problèmes, à la fois de circulation et de sécurité, au moment de l'afflux des spectateurs et au moment du départ. Et si l'on accepte l'exemple du théâtre de Metz, ici, dont le chantier débute en 1738 et qui, au moment de son inauguration en 1752, était isolé sur une place, mais qui sera finalement relié à partir de 1758 par un système de galeries à
2 grands pavillons. Si on exclut donc ce premier exemple, le premier théâtre européen à être parfaitement isolé est celui de Berlin, construit entre 1741 et 1743 sur les plans du baron von Knobelsdorff. Et en France, donc, il va falloir attendre 1756, c'est-à-dire l'année où est achevé le théâtre de Lyon, pour qu'un théâtre bénéficie de cet avantage. L'isolement est indispensable, c'est certain, à cet effet de monumentalisation du théâtre, mais le rôle de la façade, qui tient lieu en quelque sorte de frontispice, est tout aussi décisif. Or, à cet égard, l'évolution est moins rapide que celle qui affecte le plan des salles. Et à la fin des années 1770, l'extérieur du théâtre urbain semble encore complètement privé d'une apparence spécifique. Rien ne le révèle, rien ne permet de l'identifier dans la ville comme étant un théâtre. Autant le plan de la salle de Lyon avait semblé novateur, autant la façade principale a déçu par son caractère inapproprié. En effet, est-ce un théâtre ou l'hôtel d'un riche particulier ? Eh bien, seul le décor composé de groupes sculptés de putti qui portent des instruments liés au thème du spectacle et surtout au centre le groupe plus important qui figure Apollon assis sur des nuages donne un indice de l'activité théâtrale. Mais sur le plan proprement dit de l'expression architecturale, rien ne symbolise ici le lieu du théâtre. Rien dans cette architecture ne caractérise le spectacle, et cette façade, finalement, masque plutôt qu'elle n'exprime l'activité qu'elle abrite. Cela étant, ça ne l'a pas empêché de servir de modèle pendant longtemps, avec plus ou moins de variations. Par exemple, ici, à Chalon-sur-Marne, en 1771, ce théâtre a été détruit en 1971, et à Reims en 1777. Un cap est franchi dans cette marche de la transformation, de l'évolution de la façade, avec le projet qui est donné par Jacques-Denis Antoine en 1760 pour la reconstruction de la Comédie Française, proposition qui est reprise 7 ans plus tard par Père et Devailly pour le même objet, toujours ce projet de reconstruction de la Comédie Française qui a donné lieu à l'Odéon. Chacun de ces projets est fondé sur la valeur représentative de la demi-rotonde périptère qui exprime, caractérise vers l'extérieur l'espace principal qu'enclôt le monument. Ainsi, pour la première fois, avec ce projet d'Antoine puis de Père et Devailly, la présence du théâtre est caractérisée de manière expressive par un volume et non plus seulement par le décor, comme c'était le cas encore à Lyon. Alors on peut dire que l'architecture devient proprement parlante. Pourtant, ce thème de la façade convexe ne sera pas mis en œuvre, en tout cas pas au XVIIIe, ça c'était donc en plan, mais il faut attendre le XIXe avec cet exemple, vous avez peut-être reconnu, à Rennes, par Millardet, théâtre bâti en 1836. À partir de 1770, Père et Devailly vont préférer à cette formule, qui était extrêmement novatrice pourtant, un autre motif, celui du péristyle, qui, en évoquant l'entrée d'un temple, sacralise l'édifice tout entier. Et pour mieux souligner la métaphore du temple, les deux architectes ont employé un ordre dorique, qui est l'ordre d'Apollon, le dieu du théâtre. Pour autant, la forme convexe qui évoquait à l'extérieur la structure
intérieure du théâtre n'a pas été totalement écartée. Elle était juste transformée, ou pour mieux dire déplacée, puisque en face du portique de la façade du théâtre, par lequel vont et viennent les spectateurs, nos deux architectes ont projeté l'aménagement de cette place que vous connaissez bien en forme d'amphithéâtre, et par cette forme, la place va devenir le lieu, en quelque sorte, le lieu préliminaire, va annoncer le spectacle. Et à lui seul, ce thème du portique de l'Odéon, qui sera inauguré en 1782, va avoir beaucoup de succès, probablement parce qu'il constitue, avec cette invention justement du théâtre-temple, hein, là on est en plein dedans, il constitue en fait une marque de noblesse et il sacralise à la fois l'activité théâtrale, mais aussi le public urbain évidemment, hein, face à la cour. Et donc dans un système parfois simplifié, on va retrouver ce système de façade à portique, à la fois au théâtre de Bordeaux, par Louis, donc construit entre 1773 et 1780, donc l'effet est absolument immédiat. On le retrouve également avec une variation assez amusante à la Comédie italienne, dont les dessins sont donnés en 1781, donc parfaite contemporanéité là encore. Cette fois-ci, Heurtier n'a pas souhaité mettre en œuvre l'ordre dorique proprement apollinien qu'on pouvait voir à la Comédie française, mais il a préféré un ordre ionique, puisqu'il a considéré probablement que cela fonctionnait mieux, caractérisait de manière plus sensible, plus réaliste, le répertoire des comédiens italiens qui était effectivement plus léger, plus joyeux, comme cet ordre, que celui qu'on pouvait donner, entendre à la Comédie française. On retrouve à nouveau cette formule du portique à Besançon, avec le théâtre de Ledoux construit en 1784, à Lille, avec le théâtre construit par Lequeux en 1787, à Marseille, avec ce théâtre construit par Bénard, toujours la même année 1787, à Nantes, par Crucy en 1788, à Nîmes, alors ne confondez pas, hein, la façade est bien là, vous aviez compris, je le sais, en 1801, ou encore donc à Dijon, dont la salle est construite en 1828, mais dont les projets se multiplient à partir des années 1786. Alors, vous avez vu de quelle manière, et c'est amusant, on est passé d'une évolution qui se joue comme une pièce sur la scène, en passant par la salle, puis les dégagements, et finalement, le théâtre finit par rayonner sur l'ensemble de l'espace urbain, et il incarne donc à lui seul les nouvelles valeurs de la vie urbaine face, comme je le disais, de manière très représentative à la cour. Je vais m'arrêter là pour laisser un peu de temps pour les questions.